Jacques Forrest, un ancien policier américain, découvrit un nouveau-né abandonné dans une poubelle, lui sauvant ainsi la vie. 25 ans plus tard, alors qu'il était déjà retraité de la police, un appel surprenant transforma complètement sa vie. Jacques Forrest, natif de Denver, se distinguait toujours par sa personnalité amicale et sa détermination inébranlable. Il avait découvert sa passion pour la mer, lors de voyages avec son père à Miami, devenant ainsi un fervent navigateur dès son jeune âge. Même vivant loin de l'océan, il saisissait chaque occasion pour être en mer et se sentir libre. À la fin de ses études secondaires, ses parents l'avaient encouragé à réfléchir à son avenir. Malgré ses expériences en mer, Jacques avait choisi de suivre les pas de son père et de devenir policier. Il n'était pas fasciné par les armes ou les poursuites à grande vitesse, mais son intérêt résidait dans le maintien de l'ordre et de la sécurité dans sa communauté. Il voulait être un policier qui faisait la différence, agissant avec compassion et intégrité. Conscient des défis de la carrière, y compris la confrontation avec des criminels, Jacques était resté fidèle à ses principes. Il s'était consacré à l'apprentissage des lois, des techniques de négociation et des premiers secours, cherchant toujours l'approche la plus humaine et juste possible. Jacques avait traversé l'entraînement rigoureux de l'académie de police, se préparant à toutes les situations sans savoir qu'il allait bientôt faire face à un défi qui testerait non seulement ses compétences mais aussi son courage et son caractère. Au fil des ans, Jacques Forrest était resté ferme dans son rôle de policier dans les rues de Denver. Son quotidien impliquait des patrouilles régulières, des enquêtes liées au trafic de drogue et occasionnellement, des poursuites palpitantes de criminels à travers les différents quartiers de la ville. Cependant, une journée qui avait commencé de manière routinière allait bientôt devenir un tournant dans la carrière de Jacques. Cette matinée-là, il quitta le siège de la police dans sa voiture de patrouille, parcourant prudemment les quartiers de Denver. Il observait attentivement chaque mouvement autour de lui, plongé dans le calme matinal. Soudain, en entrant dans un quartier résidentiel en périphérie de la ville, un bruit étrange et inhabituel capta son attention. C'était une heure du jour où les rues étaient normalement plus vides, car la plupart des résidents étaient déjà partis travailler. Ressentant l'urgence de la situation, Jacques décida d'enquêter sur l'origine du son, qui devenait de plus en plus intense à mesure qu'il se rapprochait. Il gara sa voiture et poursuivit à pied, cherchant à identifier la source du bruit avec plus de précision et de discrétion. Il était prudent et quelque peu anxieux, incertain de ce qu'il allait trouver, mais il sentait que cela devait être vérifié. Le son le mena jusqu'à un coin de rue notoirement dangereux, marqué par un historique de trafic de drogue et de violents conflits entre gangs. Alors qu'il avançait dans le quartier, il gardait sa main proche de son étui à armes. Dans son esprit, il espérait ne pas avoir à utiliser son arme, mais il était prêt à toute situation, conscient des dangers pouvant survenir dans cette zone connue pour sa criminalité. Jacques ressentait une tension croissante, conscient qu'une situation inattendue pourrait se produire à tout moment. En tournant au coin de la rue, il tomba sur un groupe de personnes visiblement perturbées. Il remarqua rapidement qu'il s'agissait d'un groupe d'immigrants, peut-être venus du Mexique ou de Porto Rico. À la vue du policier, ils s'approchèrent rapidement, tous essayant de parler en même temps. Jacques leur demanda de rester calme et qu'il lui explique ce qui se passait. Comme il ne parlait pas espagnol, une femme avec des larmes coulant sur son visage pointa du doigt une poubelle à proximité. Jacques s'approcha, pensant initialement qu'il pourrait s'agir d'un déchet illégal de drogue ou quelque chose du genre. Cependant, en s'approchant, le son qui avait attiré son attention auparavant ressurgit. Au début, il soupçonna qu'il s'agissait d'un animal, peut-être un chat ou un rat, mais il réalisa rapidement que la réalité était bien plus grave. C'était le pleur d'un bébé abandonné dans la poubelle, parmi des sacs de déchets et des mouches. Jacques fut horrifié, jamais auparavant il n'avait été confronté à une situation aussi désolante impliquant un enfant. Il se demanda pourquoi les personnes autour n'avaient pas sorti le bébé de là. Observant la fragilité de l'enfant qui trouvait encore la force de pleurer, Jacques reconnut un signe vital crucial. Cela signifiait qu'il y avait encore de l'espoir, une opportunité de sauver la vie de cet enfant. L'officier Jacques Forrest était en état de choc devant ce qu'il voyait, incrédule face à la cruauté de quelqu'un qui avait abandonné un être si innocent dans des conditions aussi déplorables. Dans son expérience professionnelle, il avait déjà rencontré des cas de bébés laissés dans des casernes de pompiers, confiés à l'adoption ou même dans des orphelinats, mais trouver un bébé dans une poubelle était une situation sans précédent pour lui. Prenant un moment pour respirer profondément et se recomposer, Jacques commença à agir. Entendant les pleurs du garçon, il enleva soigneusement les déchets qui couvraient le petit garçon. Et avec une extrême délicatesse, il retira le bébé de la poubelle, le plaçant en sécurité dans ses bras. Bien que l'enfant montrait des signes évidents de vie, Jacques remarqua quelque chose d'inquiétant.
la respiration du garçon était plus haletante que la normale, peut-être à cause du temps passé étouffé sous les ordures. Sans hésiter, il appela les secours et maintint le bébé au chaud et en sécurité dans ses bras, ne le laissant pas seul un seul instant. Quand l'ambulance arriva, bien qu'il y ait des infirmiers et des paramédicaux prêts à aider, Jacques sentit qu'il ne pouvait pas laisser le bébé sans protection à nouveau. Il regarda le garçon, maintenant plus calme, et décida d'accompagner l'équipe de secours à l'hôpital, restant attentif au bébé tout le temps pendant le trajet. Jacques ressentit le besoin de donner un nom à l'enfant. Il voulait que le bébé soit reconnu comme une personne et non juste un autre cas anonyme. Instinctivement, il choisit de l'appeler Miguel, car c'était le nom de son propre grand-père, un homme qui avait toujours représenté la force, le courage et la bonté dans sa vie. Pour Jacques, le nom Miguel symbolisait ses qualités, et il souhaitait que le petit bébé, qui montrait déjà tant de résilience et de volonté de vivre, puisse grandir avec ces mêmes attributs. C'était une façon de connecter le passé honorable de sa famille avec l'avenir prometteur qu'il espérait pour le garçon. Au centre médical, le pédiatre réalisa une série d'examens minutieux pour assurer la santé du petit Miguel. Jacques était particulièrement préoccupé par la possibilité que le garçon ait contracté une infection en raison du temps passé dans les ordures. À son soulagement, les résultats étaient positifs, Miguel allait bien, sans signe de maladie ou de conditions graves. Pour Jacques, il fut difficile de devoir laisser Miguel à l'hôpital tout en retournant à sa propre vie et sa famille. Néanmoins, il s'engagea à visiter le garçon quotidiennement pendant qu'il restait sous soins médicaux. Avec le temps, Miguel commença à se rétablir et à retrouver sa santé. La situation du garçon fut rapidement prise en charge par les services sociaux de la ville. Bientôt, Miguel fut heureusement adopté par un jeune couple, Anna et David Clark, qui étaient des résidents locaux. Ils tombèrent amoureux de Miguel dès qu'ils le rencontrèrent et furent profondément touchés par l'histoire de son abandon. Durant le processus d'adoption, Anna et David apprirent que c'était Jacques Forrest qui avait trouvé Miguel et avait commencé à l'appeler par ce nom. Ils trouvèrent le nom très beau et décidèrent de le garder, en partie pour faire plaisir aux policiers. Bien que soulagé que Miguel ait trouvé si rapidement une maison aimante, Jacques ressentit un pincement de tristesse de ne plus pouvoir le voir tous les jours. Les visites à l'hôpital avaient créé un lien spécial entre eux, faisant que Jacques se sentait un peu responsable du bien-être du garçon. Miguel grandit dans un environnement rempli d'amour et d'attention de ses parents adoptifs, Anna et David. Ils furent toujours transparents sur son histoire, lui expliquant qu'il avait été abandonné puis adopté, ce qui contribua à ce qu'il se sente valorisé et aimé dans sa nouvelle famille. Miguel grandit sans devenir une personne amère ou traumatisée par le rejet qu'il avait subi, mais il se retrouvait souvent à réfléchir sur les circonstances qui l'avaient conduit à être abandonné dans une poubelle en périphérie d'une grande ville. Cette question le perturbait, et bien qu'il tentât d'imaginer les raisons, il ne trouvait jamais de réponse satisfaisante. Ses parents adoptifs, Anna et David, comprenaient la profondeur de ce doute et souhaitaient d'une certaine manière apporter la paix au cœur et à l'esprit de leur fils. À la recherche de réponses, ils contactèrent la police de Denver pour en savoir plus sur Jacques. Ils découvrirent qu'il n'était plus policier, ayant choisi de devenir garde forestier dans les parcs d'État du Colorado. Jacques avait changé de carrière après l'incident avec Miguel, motivé par le désir d'exercer un type de police plus en accord avec son style de vie en plein air. Anna et David se souvenaient du zèle de Jacques, et de la manière dont il était allé au-delà de ses obligations pour assurer la sécurité et la récupération de Miguel. Avec persévérance, ils obtinrent le contact de l'ancien capitaine de Jacques, M. Morgan, qui connaissait la localisation de Jacques. Morgan décrivit Jacques comme quelqu'un qui avait toujours été plus un travailleur social qu'un policier, et mentionna qu'il était probablement plus heureux en travaillant avec des aventuriers loin des crimes urbains. En prenant contact avec Jacques, ils découvrirent que l'ancien policier n'avait jamais oublié cette journée, et y pensait souvent. Organisant une rencontre dans le parc où Jacques effectuait ses rondes quotidiennes en tant que garde forestier, cela offrirait à Miguel une occasion incroyable de rencontrer son sauveur. Mais Miguel ressentait un mélange de bonheur et de nervosité, souhaitant comprendre pourquoi Jacques s'était soucié de lui. La rencontre finit par avoir lieu, et Jacques fut extrêmement ému de voir Miguel, grand, fort et en bonne santé, si différent du petit enfant qu'il avait sauvé. C'était un moment chargé d'émotion et de signification pour eux deux. En regardant Miguel dans les yeux, Jacques confessa quelque chose de profondément personnel. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, car il était stérile, et tenir Miguel dans ses bras ce jour-là, fut le moment où il s'était le plus rapproché de ressentir ce qu'est être un père. Miguel, ému, ressentit un lien encore plus fort entre eux. Il exprima sa gratitude en serrant Jacques dans un câlin serré, un geste simple mais chargé de signification.
Profitant de l'occasion, Miguel exprima son désir de retrouver sa mère biologique pour lui pardonner personnellement, et demanda à Jacques s'il savait quelque chose qui pourrait l'aider dans cette quête. Cependant, les efforts de Jacques pour enquêter sur l'identité de la femme furent frustrés par le capitaine Morgan. À la fin de la rencontre, Miguel et ses parents se sont échangés leurs contacts avec Jacques avant de rentrer chez eux. Peu de temps après, Jacques appela Miguel avec une nouvelle surprenante. Il avait décidé d'utiliser une semaine de congé de son travail de garde forestier pour reprendre la recherche de la mère biologique de Miguel, conservant des informations importantes dans un vieux dossier, déterminé à poursuivre malgré les défis. Jacques entama l'enquête en contactant les maternités de Denver, cherchant des registres de naissance de l'époque en question. Presque aucun des hôpitaux de cette période ne conservait de registres organisés, alors Jacques dut travailler avec les informations qu'il avait pu obtenir, comptant un peu sur la chance. Les registres reçus étaient détaillés, lui permettant d'éliminer les fiches de femmes qui avaient accouché en présence de mari ou de partenaire. Jacques consacra des jours entiers à analyser soigneusement chaque fiche, et d'autres jours à passer des appels téléphoniques. Après de nombreuses tasses de café, un vendredi soir vers 6 heures, il découvrit le nom de Sarah Bennett, qui avait accouché presque 3 mois avant que Miguel soit trouvé dans la poubelle. Parmi tous les dossiers, celui-ci semblait être le plus prometteur. La même nuit, il appela Anna et David Clark, expliquant que Sarah habitait à proximité de là où vivait le couple, et que la femme pouvait être isolée dans une vieille maison, et qu'il devrait la visiter personnellement, car il n'y avait aucun enregistrement téléphonique à son nom. Anna et David furent surpris, car il y avait une maison abandonnée près de chez eux, et par coïncidence, le nom de la femme qui y vivait était Sarah. Si cela était vrai, Miguel aurait pu grandir pratiquement à côté de sa mère biologique sans jamais avoir la chance de la connaître et sans imaginer qu'elle était si proche de lui. Le lendemain, Jacques se rendit à la maison de la famille Clark, prit Miguel dans sa camionnette, et ils se rendirent ensemble à la vieille maison. En frappant à la porte, ils furent accueillis par une femme d'une quarantaine d'années tenant un paquet de cigarettes à la main. Elle regarda Miguel avec méfiance. Jacques se présenta comme garde forestier et ancien policier de Denver, demandant si elle avait vécu dans la ville il y a environ 18 ans. La femme confirma, mais révéla son désir d'un jour pouvoir oublier la ville et tout ce qu'elle avait vécu là-bas. Jacques, avec délicatesse, demanda si elle pouvait partager ce qui s'était passé. Sarah, d'un ton de regret, admit avoir été une personne terrible dans le passé et vivait maintenant comme une veuve pauvre, un destin qu'elle croyait mériter. « J'ai attiré cette malédiction sur moi-même, monsieur. J'en suis sûre. Dieu a décidé de me punir de mon vivant, confessa-t-elle. Je me suis mariée avec un homme malhonnête. J'ai commis des erreurs terribles et maintenant je vis ici, isolée, portant le poids de ma culpabilité, révéla Sarah. Jacques, essayant de maintenir la conversation calme, demanda si parmi les erreurs du passé de Sarah, il y avait quelque chose lié à un bébé. La mention du bébé fit écarquiller les yeux de Sarah, désormais remplis de larmes, et elle s'agenouilla, prise d'un chagrin angoissant. « Vous êtes venu pour m'arrêter, n'est-ce pas ? Je savais qu'un jour nous péririons pour ce que nous avons fait, sanglota-t-elle, de plus en plus angoissée. Jacques l'encouragea à se calmer et demanda ce qu'elle voulait dire par payer pour ce que nous avons fait. Sarah raconta alors qu'elle s'était mariée jeune, à seulement 21 ans, avec Tom Bennett. Tom changea radicalement après avoir commencé à travailler dans la coupe de bois dans les forêts. Lorsqu'il découvrit la grossesse de Sarah, il réagit avec dégoût et agressivité, soupçonnant même qu'il n'était pas le père de l'enfant. La période de grossesse fut un tourment pour Sarah, remplie de menaces constantes. Tom menaçait de la quitter ou de la garder enfermée chez elle, insistant pour qu'elle avorte, refusant d'élever l'enfant d'un autre. Terrifiée par les menaces, Sarah espérait que la situation changerait après la naissance du bébé. Elle imaginait qu'en voyant l'enfant, Tom reconnaîtrait les similitudes avec lui et changerait de comportement. Mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. La naissance du garçon n'a pas changé l'attitude de Tom, qui a même interdit à Sarah d'enregistrer l'enfant avec son nom de famille. Sarah a décrit comment Tom, emporté par la paranoïa, a enlevé le bébé une nuit pendant qu'elle dormait. Quand il est revenu sans l'enfant, Sarah a paniqué et a tenté d'appeler la police, mais a été menacée par Tom avec une arme. Il a dit qu'il était trop tard pour s'inquiéter du bébé et qu'il avait fait ce qu'elle n'avait pas eu le courage de faire lorsqu'il exigeait l'avortement. Tom a insisté pour qu'elle quitte la ville immédiatement. 2 ans plus tard, Tom est mort dans un accident de voiture, libérant Sarah des menaces constantes, mais le remords de ne pas avoir protégé son fils la tourmentait encore aujourd'hui. Elle a développé une profonde dépression, se demandant toujours comment serait la vie de son fils s'il avait survécu. Ce que je vis est une malédiction, monsieur l'agent, une malédiction pour avoir permis un crime contre un enfant sans défense, s'est lamentée Sarah.
Miguel pleurait également en entendant l'histoire. Jacques a alors saisi Sarah par les épaules et a dit avec fermeté, « Personne ne va t'arrêter, Sarah. Respire profondément et écoute. J'ai trouvé ton garçon il y a 18 ans et il est ici pour te rencontrer. » Sarah leva la tête et regarda de nouveau Miguel, choquée, sans savoir comment réagir. Après 18 ans, mère et fils s'étreignirent enfin. La dernière fois que cela s'était produit, Miguel n'était qu'un nouveau-né. « Je suis là, maman, je suis là », dit le jeune homme. À la tombée de la nuit, Jacques Forest regarda le ciel étoilé, ressentant une profonde joie et un sentiment d'accomplissement que les mots ne pouvaient décrire. Le voyage le plus ardu de sa carrière avait abouti à une conclusion qui dépassait toutes les attentes. Il n'avait pas seulement retrouvé Miguel, mais avait également joué un rôle crucial pour aider le jeune homme à dévoiler les mystères de son passé. L'histoire de Miguel, qui avait commencé entourée de sacs poubelles, avait maintenant un nouveau chapitre rempli d'amour et d'espoir. Miguel, qui avait commencé sa vie dans des circonstances si désolantes, était maintenant entouré de l'amour inconditionnel de deux mères, d'un père dévoué, et plus important encore, il avait en Jacques un ami fidèle, un véritable ange gardien qui s'était montré prêt à déplacer ciel et terre pour lui. Alors qu'il se disait au revoir, Miguel regarda Jacques dans les yeux avec une gratitude qui transcendait les mots, et ce fut à ce moment que Jacques sut que sa vie, tout comme celle de Miguel, avait été transformée pour toujours. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie, et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.